naissance. Il est beaucoup de questions de naissance dont on voit bien les petits chats. D'abord, il y a la naissance de Noé, qui est un enfant désiré, mais qui arrive d'une manière pour le moins brutale pour Betty, en l'absence de son mari Camille, qui est en reportage à l'étranger. La naissance, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi dans ma pratique clinique de psychologue. D'abord parce que j'ai travaillé longtemps dans une unité mère-bébé qui accompagnait des mères autour de la naissance, pendant la grossesse et dans le postpartum. Et également parce que ça reste ma spécialité, entre guillemets, en libéral, de rencontrer des jeunes parents qui viennent avec un nourrisson ou un jeune enfant. Noé, il est né, mais c'est pas pour autant qu'il est né. On pourrait dire que il est là, il est au monde, mais pour advenir, pour devenir un petit sujet, il a besoin de rencontrer sa mère, Betty, et c'est ça qui va être déterminant pour son existence. Simplement, quand l'histoire débute, le lecteur va le voir, ça n'est pas si simple pour Betty, pour qui ce bébé tombe un petit peu du ciel, et elle ne sait pas trop comment faire justement pour le rencontrer. Elle n'a même pas l'idée au fond qu'il s'agirait de rencontrer ce bébé, à savoir de le rencontrer avec son corps, avec ses paroles, avec son regard, tout ce qui permet à un enfant de devenir un petit sujet. Hôpital. L'hôpital tient une grande place dans mes livres. Je réalise en parlant que depuis pratiquement mon premier livre, il y a toujours une histoire d'hôpital dedans. Sans doute parce que j'ai travaillé assez tôt à l'hôpital et assez longuement et que j'y ai vécu des choses très fortes, pas seulement en unité mère-bébé. J'ai travaillé longtemps à l'hôpital psychiatrique et l'hôpital tel qu'on le voit dans On voit bien les petits chats, c'est un hôpital en grande souffrance dont les soignants parlent régulièrement pour dire à quel point ils sont démunis de tout, de moyens, y compris quelqu'un pour aller réparer une fenêtre qui ne ferme plus ou des choses comme ça. Et mon expérience de l'hôpital, c'est vraiment celle-ci au départ, à savoir que quand j'ai commencé il y a plus de 30 ans à l'hôpital, les soignants étaient déjà à alerter sur la diminution des moyens, sur cette espèce de logique folle de réduction des coûts, d'externalisation, de mutualisation, enfin tous ces mots très modernes qui disent que concrètement on va enlever de l'argent à l'hôpital alors que la population augmentant et les pathologies aussi, il en a de plus en plus besoin. Donc c'était très important pour moi de donner la parole à ces soignants dans ce livre, même si ce sont évidemment des soignants de fiction, pour montrer comment derrière des mots tels que réduction des coûts et mutualisation, etc., etc., il y a quelque chose d'extrêmement concret dans la vie des personnels et des patients. Et toute personne qui a eu l'occasion de faire un séjour à l'hôpital, ça arrive à chacun, peut se rendre compte en effet qu'il ne suffit pas de traitement et de perfusion pour soigner, et qu'il faut aussi de la présence humaine, du temps passé, des sourires, enfin toutes ces choses qui ne se comptabilisent pas. Il y a sans doute une part de ma colère qui transparaît dans le livre et que je fais porter à ces soignants de fiction. Ma colère de voir que des soignants depuis très longtemps crient et alertent dans le vide et qui ne sont pas entendus. Et là on a vu depuis le début de la pandémie que cette logique folle, ce train fou qui va dans le mur, personne ne l'arrête. Soignant. Soignante, c'est un mot très important pour moi, d'abord parce que je me considère comme soignante, que je l'ai très longtemps été, donc là, à l'hôpital et en libéral, et que pour moi, ce sont des figures particulièrement centrales dans le livre. Donc il y a évidemment les premières soignantes que Betty va rencontrer, une sage-femme qu'on ne souhaite pas rencontrer au moment où on est sur le point d'accoucher, mais également des sages-femmes très empathiques et très professionnelles, des puéricultrices, et comme dans tous ces métiers, il y a de tout, le meilleur et le pire. Mais je pense que j'ai surtout mis l'accent sur les infirmières, notamment celles de l'unité mère-bébé, y compris un duo d'infirmières, Fabienne et Jeannette,
qui probablement porte en elle toutes les infirmières avec lesquelles j'ai travaillé quand j'étais à l'unité mère-bébé à l'hôpital à Lyon. Et puis il y a un psychiatre. Alors j'ai été très étonnée parce que les premières critiques du livre disent que c'est un psychiatre atypique et incroyable comme on n'en trouve jamais. Moi j'en ai croisé des psychiatres comme ça, je vous dirai pas leurs adresses, mais voilà, des psychiatres qui sont extrêmement à l'écoute, vivants, humains. Et ça, c'est important. Il y a vraiment besoin de ces soignants pour entourer ces mères, toutes les mères qui viennent à l'unité mère-bébé, parce que il faut qu'une mère soit à son tour portée, accompagnée, même bercée, soutenue, reconnue, écoutée, regardée pour pouvoir à son tour porter, soutenir son bébé, etc. Ça, ce sont des points très importants qu'on oublie. Les mères que je reçois témoignent souvent de ce que, dès qu'elles ont accouché, elles disparaissent, elles deviennent transparentes, il n'y en a plus que pour le bébé. Mémoire. La mémoire, c'est aussi un thème central dans mes livres, alors particulièrement dans On noie bien les petits chats, mais je crois que cette question de la mémoire confisquée, la mémoire qui revient par bribes, est présente depuis mon tout premier polar. La question de la mémoire, elle m'intéresse parce que je travaille avec la psychanalyse et qu'on explore précisément les phénomènes de mémoire, de refoulement, d'amnésie, etc. Et dans On noie bien les petits chats, j'ai eu envie de montrer au fond ces processus de remémoration qu'on voit après une naissance. Il est assez fréquent qu'après la naissance d'un bébé, les premières choses qui reviennent pour la mère, mais également aussi pour le père, ce sont des souvenirs d'enfance, des souvenirs anciens, qui parfois paraissent incongrus. Ainsi, Betty, peu de temps après avoir accouché, commence à rêver d'un cochon d'Inde qu'elle a eu quand elle avait 7 ans. Et ça lui paraît tout à fait étrange de rêver de ce cochon d'Inde qu'elle avait même oublié, ça n'avait plus d'importance pour elle. Mais pourtant, ce cochon d'Inde, alors je n'en dirai pas trop pour ne pas déflorer l'histoire, mais ce cochon d'Inde, il est la porte d'entrée vers la remémoration. On pourrait dire qu'il est le premier terme d'une chaîne signifiante qui va mener jusqu'aux souvenirs qui ont été vraiment encapsulés et refoulés par Betty, ce qui d'ailleurs lui a permis d'avancer dans la vie en fait. Oublier, ça lui a permis d'avancer dans la vie. Mais au moment d'une naissance, on a besoin de traiter ce qui a été oublié. Énigme. Alors précisément, cette question de la mémoire, c'est une énigme. L'énigme de savoir pourquoi quelque chose a été comme ça refoulé, pourquoi quelque chose revient, et qu'est-ce qui fait qu'autour d'une naissance, tout fait énigme pour les mères. On montre souvent les mères dans l'iconographie comme sachant tout. D'ailleurs, on les encourage actuellement à se faire confiance, mais c'est pas du tout si simple. Et la plupart du temps, pour les mères, le bébé fait énigme. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se souvenir que, à fortiori, on a toujours été un bébé. On a tous commencé par être un bébé dans notre existence, et que l'énigme, elle se situe à cet endroit-là, c'est-à-dire, au fond, qui est cet autre qui se penche sur mon berceau? Pourquoi est-ce qu'il remue les lèvres? Qu'est-ce que c'est que ce son qui sort de sa bouche? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il me veut et qui je suis pour lui? Et cette énigme-là, elle revient à l'occasion d'une naissance pour chaque mère. Elle a besoin au fond de se remémorer ce qui fait énigme pour elle, pour affronter l'énigme de son bébé. Pour Betty, dans On noie bien les petits chats, on voit bien que Noé est une énigme. D'ailleurs, il y a une scène sur laquelle j'ai beaucoup travaillé parce qu'elle me paraissait importante. C'est ce moment où Betty rencontre vraiment son bébé pour la première fois, qu'il est couché dans un maxi-cosy devant elle et qu'il dort. Et qu'il ne se réveille pas au fond, qu'il est là avec les yeux fermés. Et tant qu'il a les yeux fermés, il n'est pas rencontrable, il reste une totale énigme pour elle.